Bonjour à toutes et à Bonjour. tous, bienvenue. Bonjour tout le monde. Bienvenue pour cette 21e déjà bulle des deux rives, la première de l'année 2026. Voilà, sous le soleil de janvier à Lyon. Tout à fait. Et à Strasbourg. Et à Célestat. Comme on le Vous voit êtes derrière toi, Cédric. là où là où il fait toujours beau. On va attendre une toute petite minute que vous vous connectiez, que toutes les connexions arrivent. Là, vous êtes 450 inscrits, inscrites. Déjà, plus d'une centaine, 120 personnes connectées. Donc, on va commencer dans très peu de temps. Et bonjour, merci pour vos messages sur le chat. Bonjour à toutes et à tous. Voilà, donc de nouveau toute la France qui se connecte Tout à en fait. simultané. Ouais, donc on On va va pouvoir commencer, démarrer. oui. Ouais. Voilà, donc bonjour et belle et heureuse année à toutes et à tous. On se réjouit de démarrer l'année ensemble avec cette 21e bulle, comme tu le disais, Hélène, qui donne le ton pour les mois qui viennent, c'est-à-dire garder le cap environnemental malgré tout. À la Scope Les Deux Rives, nous sommes dans cette dynamique, comme vous le savez, avec plein de projets et de surprises à venir aussi, et un programme de bulles qui est en train de s'affiner, les bulles en goguette en perspective autour de s'engager ensemble et autrement pour 2026. Bref, tout un programme. Bienvenue à toutes et à tous pour cette bulle de bonne année consacrée aux évolutions de la RE 2020 2026, tout en conservant les visées environnementales et que nous sommes ravis, Hélène et moi, d'animer aujourd'hui avec Cédric Creton et avec vous, près de 450 personnes inscrites. Vous allez nous rejoindre au fur et à mesure. Nous allons en profiter pour vous présenter rapidement la SCOP Les Deux Rives et la démarche des DQE, développement durable et qualité environnementale, dans laquelle s'inscrivent ces bulles. Alors déjà, pour se présenter, en 2 mots, la SCOP Les Deux Rives, nous sommes une société multirégionale, coopérative, qui est basée à Lyon et à Strasbourg et qui a une activité sur un plus vaste territoire, également sur les régions de Dijon, Paris, Caen, et de façon nationale également. Donc, forte de plus de 20 années d'expertise sur les sujets écologie et bâtiment, nous nous définissons comme une société à la croisée d'un organisme de formation, avec notre activité de formation professionnelle courte, longue, à distance et de voyage d'études, d'un bureau d'études AMO, avec une activité de conseil et d'AMO de défrichage sur les sujets développement durable et qualité environnementale, et d'un centre de ressources, comme aujourd'hui, où on produit et on partage de la ressource à un plus grand nombre. Notre objectif, c'est de décloisonner les modes de faire et de penser pour pousser plus loin les curseurs face à l'urgence climatique auprès des acteurs du cadre de vie bâti. Et c'est autour de l'activité fondatrice de notre scope, la formation certifiante des DQE, développement durable et qualité environnementale, que nous avons lancé ces bulles des deux rives il y a 5 ans déjà. Ces bulles sont nées de l'envie, enfin 5 ans, 6 ans depuis qu'on est passé en 2026. Ces bulles sont nées de l'envie et du besoin de faire vivre la démarche des DQE au printemps 2020, alors que toute activité sociale avait cessé. Et nous étions convaincus qu'il fallait plus que jamais faire vivre des espaces où les enjeux, les leviers et les récits pour faire ensemble et autrement la transformation écologique subsistent et de partager l'expertise des DQE au plus grand nombre pour construire collectivement la suite. Donc, tu On peux peut passer à la slide suivante, Cédric. quelques mots sur la formation certifiante DDQE, donc qui est l'unique formation d'envergure nationale, technique et d'acculturation sur les sujets de l'écologie et du bâtiment. C'est un parcours de 20 jours qui propose aux professionnels d'agir ensemble en s'appuyant sur des retours d'expérience éprouvés pour nourrir des démarches critiques, alternatives et ancrées dans l'opérationnel. Et depuis 2003, c'est plus de 1800 professionnels qui ont été formés et certifiés dans toute la France et dont certains et certaines qu'on a vu connectés aussi avec nous ce matin. Pour les curieux curieuses, on vous invite le 3 février à 12 heures pour notre webinaire de présentation de la formation des DQE. Les prochains lancements, c'est à Lyon en octobre, à Paris en novembre de cette année et à Strasbourg début 2027.
On peut passer à la slide suivante. En parallèle de cette formation longue, certifiante, un petit florilège de nos prochaines formations à venir, à distance et en présence à Lyon, à Strasbourg et à Paris, avec notamment des intervenants que vous avez déjà vus en bulle, Samuel Courget, Vincent Colliati, Jean-Louis Baumier, qui animent certaines des formations qui s'affichent à l'écran et que vous pouvez consulter sur notre site internet. Un focus plus particulièrement avec la slide suivante sur les formations en lien avec le thème de la bulle d'aujourd'hui, RE2020 et bas carbone. Deux formations qui sont animées et co-animées par Cédric Creton. La première à distance, deux demi-journées, RE2020, Seuil 2025 et Cap sur 2028-31. Trois sessions en 2026, avril, octobre, décembre, et une formation de 2 jours en présence à Lyon, à Strasbourg, sur la RE 2020 et les biosourcés. On peut passer à la slide suivante avec une formation focus sur le réemploi, qui est donc la prochaine, c'est à Lyon à l'automne, chez Mineka, Ressourcerie Réemploi, et les formations réhabilitation énergétique qui ont lieu dans toutes nos villes et à distance. Parce qu'on nous pose souvent la question de l'application de la RE2020 en réhabilitation. Donc voilà, on vous présente cette formation qui est vraiment dédiée sur cette thématique. On peut passer à la slide suivante. Ouais. Simplement quelques mots sur le déroulé technique de cette bulle. Donc, ce webinaire se déroule en 2 temps, correspondant à 2 temps de questionnement qu'on va vous présenter. Chacun de ces temps se déroule en 2 parties de 15-20 minutes chacune, avec une première partie dédiée à la présentation de la thématique par Cédric Creton, puis un temps de questions-réponses qu'on anime Hélène et moi sur la base de vos questions-réponses que vous pourrez nous poser dans la section chat, donc sur les vignettes du bas qui s'affichent sur votre écran. Donc, notez bien vos questions dans ce chat pour qu'on puisse les transmettre durant ce temps de questions-réponses qui aura lieu donc à l'issue de la première partie et de la deuxième partie. Donc, nous avons configuré cette séance vidéo coupée et micro éteint, comme d'habitude, pour permettre une meilleure qualité de présentation et aussi parce qu'on est nombreux. Vous pouvez toujours configurer l'affichage de votre côté pour déplacer les vignettes vidéo pour que ce soit le plus confortable et ergonomique pour vous. On peut passer à la slide suivante. Et bien sûr, vous pouvez retrouver toutes nos bulles en replay pour continuer de s'affranchir ensemble et autrement sur notre site internet et sur notre chaîne YouTube. Donc là, vous avez nos précédentes bulles de l'automne 2025. On peut passer à la slide suivante. Avant de te passer la parole, Cédric, quelques mots pour te présenter. Donc, Cédric, nous nous sommes connus il y a près de 20 ans en formation DDQ à Strasbourg. Donc, ça fait déjà un sacré bail. Tu es ingénieur et gérant d'IMAE Efficience, la branche AMO formation du groupe IMAE. Donc, pour rappel, le bureau d'études IMAE est un bureau d'études ingénierie spécialisé dans l'efficience, la sobriété par l'usage à travers l'efficacité des matériaux mis en œuvre, des systèmes et des comportements. IMAE Efficience, vous accompagnez les maîtres d'ouvrage pour répondre à leurs problématiques énergétiques et environnementales à travers de l'AMO et de la formation. Et tu animes à la SCOP tout particulièrement les formations RE 2020 en alliant vision énergie et environnementale. Et pourquoi ce sujet de bulle aujourd'hui? Un nouveau palier RE 2020 devait être franchi en ce 1er janvier 2026, avec notamment l'entrée des bâtiments tertiaires dans le champ de la RE 2020. Et on est aujourd'hui toujours dans l'attente de l'apparition du décret. La RE 2020, elle a représenté un effet de levier pour le bâtiment durable en favorisant les biosourcés, le réemploi et donc les filières locales bas carbone, au-delà de l'approche performance énergétique classique. Ces sujets sont devenus une réponse évidente pour tous les secteurs du bâtiment afin de répondre aux défis actuels, pénurie de matériaux, impact sur la biodiversité, fin de l'artificialisation. Facteur 5 pour les gaz à pour les émissions à gaz à effet de serre. Les seuils 2028 et 2031 constituent des opportunités pour accompagner la décroissance minérale et privilégier les biosourcés et les justes conceptions.
Donc on se pose la question aujourd'hui, dans ce contexte d'incertitude, avec les décalages successifs des parutions et applications des décrets, et face au retour en force du tout électricité et au déclassement des biosourcés qui se profilent, comment garder le cap environnemental? Donc ne pas subir mais anticiper, c'est le maître mot de cette bulle. On vous propose de faire le point sur les évolutions de l'ère 2020 à aujourd'hui, 13 janvier 2026, et de décrypter cette actu, ce qu'elle a à nous dire sur les tendances à venir dans le bâtiment en France et comment on peut se saisir de ces enjeux pour garder le cap. Et je te passe la parole, Cédric, pour la première partie de notre bulle, les évolutions attendues en 2026 et l'application à tous les usages de la RE 2020. Et on se retrouve pour les questions-réponses. Merci Céline, merci Hélène pour cette introduction. C'est en effet un document qu'on attend depuis 3 ans dans le milieu professionnel du bâtiment, les bâtiments neufs. C'est ce fameux décret qui était censé paraître à plusieurs reprises et qui n'est toujours pas paru. On va, comme ce décret a déjà été diffusé légèrement disons, auprès de beaucoup d'acteurs du bâtiment, je voulais vous, disons, ressortir les différents indicateurs que nous donne ce texte pour voir où se situent les bâtiments, les différents futurs bâtiments qui sont concernés par ce décret qui devrait paraître très bientôt. Alors déjà, cette bulle, on a souhaité, Céline, Hélène et moi, créer cette bulle parce que la RE 2020, ça fait déjà 3 ans, 4 ans bientôt voilà, que la RE est applicable dans tout le neuf, donc logement et puis début du tertiaire. Donc l'idée, c'est quand même de reprendre les points fondamentaux de cette RE. Et là, je l'indique ici sur des intentions initiales qui étaient dans le prolongement de la RT 2012, avec l'amélioration du confort des occupants. En hiver, toujours, hein, depuis plus de 50 ans, c'est le but des différentes RT, mais là, vraiment orienté vers le confort d'été avec la RE 2020, beaucoup plus que la RT 2012 qui avait donné quelques notions dégradé du confort justement avec cette approche de forte isolation, mais de non-maîtrise de l'inertie. Donc la RE 2020 remet en place ces notions d'inertie thermique. Réduire les consommations énergétiques, ben, ça c'est successif à toutes les différentes réglementations. Et la grosse nouveauté, c'est représenter l'impact carbone des matériaux et des systèmes. Ça, c'est le gros sujet nouveau de la RE. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a changé RT par RE et que maintenant, on a des évolutions sensibles dans le domaine. Donc, beaucoup d'acteurs, nouveaux acteurs et des anciens acteurs aussi, sont complètement impliqués dans cette réglementation à différents stades et on va pouvoir le parcourir après, voir qui sont les différents acteurs dans le domaine. Donc réduire l'impact carbone de l'énergie consommée et des constructions, on voit que, il y a un seuil 2025 qui est surtout fort dans les immeubles collectifs, résidentiels collectifs, alors que dans les bureaux et dans le résidentiel individuel, l'impact est très minime sur le seuil 2025. Donc on voit déjà qu'il y a un gros changement sur la partie seuil 2025, mais uniquement sur une catégorie de bâtiments. Donc l'idée de l'évolution de la réglementation qui va venir là ces prochains mois, avec le décret qui va bientôt paraître sur les autres tertiaires, c'est aussi d'éviter de créer des distorsions préjudiciables dans le marché. Quand je parle de distorsion, c'est de détruire de l'emploi et aussi d'augmenter des coûts de construction. Et donc, l'idée derrière, c'est que le ministère, quand il réadapte des choses dans la RE 2020, c'est justement pour éviter ces phénomènes de distorsion qui ont pu être observés depuis le début de la RE 2020.
Et encore une fois, toujours en 2026, favoriser les produits issus du réemploi, c'est un continuum depuis 2022, depuis le lancement de la RE 2020. Alors là, on n'est que dans le secteur de la construction neuve et des extensions, mais on voit bien que cette notion de réemploi existait déjà avant, mais était très embryonnaire et que maintenant les choses se généralisent et se formalisent surtout autour de la réglementation RE 2020. Alors, ce qu'on va voir ensemble, ce sont les valeurs maximales des 6 indicateurs pour les autres bâtiments tertiaires jusqu'à maintenant non concernés. On verra un petit peu ces évolutions, ces variations dans le temps aussi, hein, pour les indicateurs carbone notamment, puisque jusqu'en 2033, il y aura encore des étapes successives pour ces bâtiments-là. Des changements ont été imaginés et devront être opérés très prochainement. Il y en a déjà eu et il y en aura d'autres qui modifient pas grandement les résultats, mais quand même qui pourraient avoir un impact sur notamment certaines catégories de bâtiments. Le nouveau facteur de conversion, un sujet qui a été très polémique ces derniers mois, on va évoquer le sujet donc sur l'énergie primaire et la généralisation des FDES collectifs depuis le seuil 2025 et le seuil 2028 qui se rapproche à vitesse grand V. Là, on verra que beaucoup de FDS collectives sont préconisées par rapport à des DED pour éviter, enfin pour respecter justement les fameux seuils 2028. Alors, les quelques adaptations pour 2025, 2026 et les prochaines adaptations, c'est l'observatoire qui nous a permis de voir que au-delà de la conjoncture un petit peu particulière depuis 2022 qui, au niveau géopolitique, a apporté des surcrises par rapport à la crise du logement qu'on a l'impression de connaître en continu. Mais c'est vrai que le texte n'améliore pas la situation. Et donc, cet observatoire permet quand même, et là je le retranscris ici, que on a sur des coûts, et notamment sur donc le neuf, mais également sur la rénovation, des coûts qui augmentent de 18 à 30 selon les lots entre 2021 et 2024. Alors ces coûts, je viens de le dire, c'est pas uniquement dans le neuf, c'est aussi dans la rénovation. Donc c'est pas lié à la RE 2020. Cette augmentation n'est pas liée directement à la RE 2020, c'est vraiment un contexte général du marché en France et mondial qui a une forte répercussion sur notre marché national. On a les indicateurs que je vous présente ici et que certains et certaines ont déjà parcouru en long, en large, en travers sur d'autres formations ou par l'expérience. Donc ces indicateurs sont inspirés fortement de l'ART 2012 puisque les 3 premiers sont déjà connus depuis plus de 10 ans maintenant. On a les fameux nouveaux indicateurs IC énergie, IC construction de l'ère 2020 et le fameux DH, donc, qui est le représentatif du confort d'été. On a, je l'indique tout en bas, des surfaces de référence qui ne sont pas les mêmes que dans la RT 2012. Donc la CHAB est prise en compte dans le résidentiel et la surface utile pour le tertiaire. Alors chronologiquement, on a déjà pratiqué depuis plus de 3 ans cette fameuse RE 2020 dans le domaine des logements individuels et collectifs, qui ont été le premier secteur intéressé par la réglementation. Ensuite, on a eu la grosse majorité des bâtiments, c'est-à-dire les bureaux, les bâtiments d'enseignement primaire et secondaire. Et tous les autres n'étaient pas concernés. Alors, j'indique un petit peu en dessous, là, les data centers, banques, les centres de formation. Tout cela était également concerné sur la partie bureau par la RE 2020. Donc, il y a quand même, la RE 2020 a été quand même diffusée
même si ce n'est pas sur l'intégralité des bâtiments qui sont mentionnés, c'est au moins sur une partie ou une grosse partie de ces bâtiments-là. En mai 2026, il est prévu l'application de la RE 2020 pour les autres tertiaires. Alors, j'ai volontairement fait montrer l'impact de la RE 2020 et les évolutions des prochains seuils, donc 2028 et 2031. Quel impact aura ces seuils sur le marché du bâtiment? Alors, sur le marché des matériaux dans le bâtiment, puisqu'on voit ici, notamment en 2028, une généralisation des FDES au profit donc du secteur privé et du secteur public, puisque même en loi MOP, on a la possibilité de faire appel dès les phases permis de construire, donc APD et PRO, on aura la possibilité tout de suite d'utiliser des FDES collectives, ce qui permettra de gagner des points par rapport aux fameuses fiches DED que le ministère a mis en place très en amont, donc tout ce qui est valeur par défaut et qui nous pénalise à partir de 2028. Donc on aura des pénalisations fortes à utiliser des DED. Donc l'idée, c'est vraiment de limiter au maximum ces DED au profit des FDES collectives. Les règles en marché public autorisent l'usage de FDES collectives le plus en amont possible. On reverra ce point-là un petit peu plus tard. On a une généralisation des biosourcés, des matériaux recyclés, des matériaux réemployés. 2028 sera vraiment une vraie année de transition, puisque on a vu avant qu'il y a déjà beaucoup de bâtiments qui sont concernés par la RE, et d'ici fin 2026, la quasi-totalité des autres bâtiments seront concernés également par la RE 2020. Donc, tous les acteurs du bâtiment neuf devront être fins connaisseurs des sujets du biosourcé, des matériaux recyclés et réemployés, en tout cas des matériaux moins carbonés que des matériaux traditionnellement utilisés dans le bâtiment. De retirer la RT 2012, est-ce qu'on entend des choses assez polémiques sur le sujet? Pourquoi est-ce qu'on va encore ajouter des niveaux réglementaires? En fait, c'est un petit peu l'inverse là que je souhaite vous présenter, c'est que le fait de retirer la RT 2012 sur la majorité des bâtiments tertiaires et de la remplacer par la RE 2020, c'est au contraire quelque chose qui va nous permettre d'être beaucoup plus productifs. Quand je dis nous, c'est tous les acteurs du bâtiment. C'est aussi bien les maîtres d'ouvrage que les architectes, les bureaux d'études, les économistes de la construction, enfin, voilà, tous les acteurs ont intérêt à ce que la RE 2020 soit applicable sur l'intégralité des bâtiments neufs pour éviter d'avoir des permis de construire qui sont complexes à instruire par les instances d'instruction et qu'on ait des cohérences, ce que j'indique ici, donc des cohérences dans les arbitrages, ce qui permet de simplifier à la fois les cahiers des charges et les traitements des dossiers par les maîtres d'ouvrage. Aujourd'hui, on passe énormément de temps en bureau d'études et les architectes également à faire de la pédagogie auprès des maîtres d'ouvrage pour leur expliquer cette situation totalement ambiguë. Pourquoi est-ce que une certaine partie du bâtiment est concernée par la RE 2020 et que le reste du bâtiment ne l'est pas? C'est quand même assez compliqué à présenter les choses, sachant que la base n'est pas du tout la même. Les résultats ne sont pas comparables entre la RT 2012 et la RE 2020. Alors, les prochaines échéances sont prévues pour mai 2026. Donc, c'est la DHUP qui annonce la publication prochaine du décret pour une application à partir du 1er mai 2026, précédemment prévu pour janvier 2026. Donc, il y a eu un décalage récent. Les bâtiments concernés, je vous les ai listés ici. Donc, vous voyez qu'il y a quand même une majorité de bâtiments, mais tous ne sont pas encore concernés.
Le reste devrait l'être en 2028, en tout cas dans les domaines du bâtiment public, vous voyez, comme les salles de spectacle, les musées, les centres pénitentiaires, différents bâtiments qui ne sont pas concernés donc, par la liste que je vous ai présentée précédemment. Et, des groupes de travail se sont constitués pour justement fixer les valeurs seuil des indicateurs, puisque ça nécessite quand même un retour d'expérience de terrain et beaucoup de travail par des groupes de travail avec différents experts dans le domaine qui permettent de justement trouver les valeurs qui sont suffisamment ambitieuses mais réalistes pour accepter des projets euh, voilà, concret pour les prochaines années. Vous voyez que c'est quand même assez loin, 2028 et 2030, pour tout le reste des bâtiments, notamment dans le domaine privé. Alors, la RE 2020 est établie sur la période 2022-2033. Hein, ça, c'est toujours d'actualité. Pour l'instant, on n'a pas encore d'informations sur la RE après 2034. On verra, on vous fera évidemment plusieurs bulles des deux rives d'ici cette date. Les bâtiments qui sont exclus de la RT et de la RE sont toujours les mêmes. À partir du moment où il y a un process, donc des conditions de température et d'hygrométrie particulières, on extrait ces zones de bâtiments de l'application de la RE. Pareil pour les constructions provisoires. Alors, il y a une nuance entre construction temporaire et construction provisoire. Hein. Ce sont que les constructions provisoires de moins de 2 ans euh, qui ne sont pas concernés par la RE. Et les bâtiments extension ou surface nouvelle cumulativement inférieure à 150 mètres carrés et inférieure à 30% de la surface des locaux existants ne sont pas concernés par la RE 2020. Mais par contre, il existe des exigences de moyens à mettre en œuvre sur ces extensions. Et là, il y a toute une liste qui est développée dans des fiches d'application qui existent dans les liens qu'on vous transmettra par la suite dans le support. Les valeurs BBIO annoncées donc sur la partie RE 2020 sur tous les bâtiments donc, les champs de 1 à 5, vous voyez, sont concernés depuis 2022. Donc, ceux-là, tout le monde les a déjà pratiqués. Vous voyez qu'on est plutôt sur des valeurs relativement basses en termes de BBO. Donc, sur ces besoins bioclimatiques, on voit que les autres bâtiments ont des variations plutôt importantes, puisqu'on arrive avec des valeurs de plus de 200 sur des bâtiments qui sont à usage intensif, à fortement intensif, comme les aérogares ou les industries utilisées 24/24. Vous voyez que là, les BBO sont relativement très élevés par rapport au reste des BBO. Quand on regarde sur un exemple, là, je vous illustre avec un exemple sur un BBO, comme ça a été le cas pour la RT 2012 et donc l'ARE 2020 utilise le même principe, c'est-à-dire que le BBO max qui était indiqué précédemment est modulé par différents coefficients de modulation. Le coefficient de modulation classique, c'est le coefficient de modulation géographique. Donc là, je vous remontre avec une carte de France et différentes zones climatiques, quels sont ces coefficients de modulation? Et je vous illustre ça avec un exemple, 800 mètres carrés de commerce en zone H1C, ça nous donnerait à ce moment-là les 170 points qu'on a vus précédemment, qui se transforment en 195 points pour cette zone-là. Donc c'était juste pour vous illustrer un exemple avec le BBO. Pareil avec le CEP, on peut décliner tous les CEP et les différentes valeurs en kilowattheure énergie primaire par mètre carré par an.
Donc CEP, le fameux CEP classique, plus le CEP non renouvelable. Donc là, on va intégrer toutes les énergies consommées hors les énergies renouvelables. Donc chaque fois, cette valeur de CEPNR est forcément inférieure ou égale à la valeur du CEP. Et vous voyez qu'il y a encore des grosses variations aussi entre les différents sites qui pourraient abaisser prochainement aussi si on voit que c'est trop facile d'atteindre ces valeurs-là. Mais ces valeurs-là ont été abouties, c'est un travail abouti suite au travail des groupes de travail des différents experts. Et là, je reviens sur mon exemple du commerce où mon CEP serait à 182 multiplié donc par 1,1 puisque je suis dans la zone H1C. Et pareil pour mon CEPNR. Donc vous voyez qu'on a un CEP qui augmente fortement pour cette typologie, par exemple, de bâtiment. Euh, alors, j'indique ici quand même que la RE 2020 n'impose pas d'énergie renouvelable, mais l'encourage fortement. En l'occurrence, ici, l'obligation de mettre du photovoltaïque sur des bâtiments, et en l'occurrence sur la loi APER, à partir du mois de juillet 2026, on doit couvrir 40% de notre toiture en photovoltaïque. Donc, si on a 800 mètres carrés de commerce, on aurait 320 mètres carrés de photovoltaïque à minima, ce qui permettrait d'abaisser l'équivalent de 180 kWh énergie primaire par mètre carré par an. Donc vous voyez que ici, notre CEP max, il est autour de 200 kWh. L'abaisser de 180 kWh, ça, à condition que ça soit de l'autoconsommation, hein, évidemment. Si c'est pas de l'autoconsommation, nous n'avons pas le droit de le déduire de notre CEP. Sur l'indicateur, il y a eu des variations fin 2024, courant 2025, avec l'inclusion du réseau de chaleur, y compris sur les maisons individuelles, bon, ce qui n'est pas du tout pertinent énergétiquement, mais on a la possibilité quand même de se raccorder sur un réseau de chaleur, ça existe. C'est très rare, et sur d'autres typologies de bâtiments également. Donc là, on a des variations à la baisse, et vous le voyez, je l'avais dit en introduction, notamment sur le logement collectif, une forte baisse sur le seuil 2025 pour le logement collectif sur l'indicateur carbone consommation énergétique. Alors sur les autres typologies de bâtiments, on a donc des variations aussi très importantes. Vous voyez que ici, par exemple, pour les établissements d'accueil petite enfance, on monte jusqu'à 680 kg de CO2 par mètre carré. Alors pourquoi cette forte émission de CO2 sur cette typologie de bâtiment? C'est parce qu'on autorise le gaz voire le fuel. En tout cas, on autorise une énergie qui est carbonée pour cette typologie de bâtiment. Alors que quand on regarde dans la partie plutôt verte, là, ça serait très compliqué de faire appel à des solutions fossiles uniques. Ça sera des solutions hybrides forcément si on veut faire appel à du gaz ou du fuel. Il faudrait forcément faire appel à une solution hybride, c'est-à-dire en base, on aurait soit de la géothermie, pompe à chaleur, ou de la biomasse, ou éventuellement un réseau de chaleur urbain s'il est raccordé. Donc ici, je vous indique ici, le réseau de chaleur urbain. Voilà ce que nous autorise la réglementation pour ces typologies de bâtiments. Donc là, on voit même pour les vestiaires, on a le droit d'aller jusqu'à plus de 1000 kg de CO2 en cas de raccordement au réseau de chaleur. Donc l'idée, c'est vraiment, et bien sûr, de diminuer au maximum ces impacts CO2 à l'usage. Il nous reste 5 minutes, Cédric. Oui, on arrive où les indicateurs carbone, alors je vais passer là-dessus, sur la partie construction, on a des variations des seuils.
donc on connaît déjà sur les autres typologies de bâtiments, donc le logement et la partie enseignement, et on voit les seuils qui évoluent à la baisse à chaque fois à partir de 2028 et 2031. Donc on a des gaps à franchir. Et c'est ce que j'évoquais au départ. On va pouvoir utiliser beaucoup les matériaux biosourcés, matériaux bas carbone et des méthodes de calcul basées sur des indicateurs FDES collectifs ou individuels plutôt que du DED. On a des bonus qui se sont rajoutés sur des arrêtés, par exemple ici, arrêté de décembre 2024, bonus sur des logements de petite taille qui posaient des problèmes de respect des seuils carbone sur la partie construction. Donc, on a maintenant la possibilité d'avoir un bonus jusqu'à 50 kg, par exemple, par mètre carré sur des logements de petite taille comme des résidences étudiants, par exemple. Euh, alors, je vais passer sur les DH. Là, on a des évolutions sur ce seuil-là qui peuvent être très importants par rapport à nos 1250 à respecter dans le logement. On voit qu'il y a des niveaux très bas pour la partie hôtellerie. Et par contre, on peut avoir des niveaux super élevés. Par exemple, vous voyez, jusqu'à 12 000 pour les gares et 3 300 pour les commerces. Donc, dans la phase conception avec les bureaux d'études, il y a forcément des échanges, des interactions importantes entre la maîtrise d'ouvrage, l'architecte et le bureau d'études pour s'assurer du respect des seuils DH. Je reviens rapidement une minute sur la partie énergie primaire, puisque finalement, toute la polémique qu'il y a eu sur le nouveau facteur 1,9 au lieu de 2,3 n'est finalement applicable que pour les DPE et pas pour la RE 2020. Alors, la conséquence de cette modification sur les DPE uniquement, pour l'instant, on verra si un jour c'est applicable sur l'Aéro 2020. Mais ce qu'on peut voir, c'est que quand vous générez un bâtiment, quand les bureaux d'études donc font un calcul RE 2020 avec un résultat, là je le montre par exemple avec un résultat de 102 kWh par mètre carré, quand on va générer le DPE derrière, on aura un 86 kWh qui va s'afficher au lieu de 102 parce qu'on aura le facteur de conversion qui n'est pas le même. Donc, ça va encore mettre certains maîtres d'ouvrage ou particuliers, en tout cas, dans le brouillard, parce que il n'y a pas de cohérence entre les différentes valeurs qui sortent pourtant soit d'un niveau réglementaire, soit d'un niveau DPE. Voilà pour cette première partie d'intervention et on va pouvoir engager un temps d'échange animé par Céline. Merci Cédric d'avoir bien reposé le contexte et les évolutions là, qui se profilent. Donc, on a noté de notre côté aussi que 2028, c'était la grosse année de transition. Nous serons tous fins connaisseurs des matériaux bio et géosourcés réemployés. On a une première série de questions qui concernent les typologies de bâtiments, avec des questions de précision un peu techniques sur, par exemple, que contient la surface utile bâtiment tertiaire, sanitaire, circulation, locaux techniques. Et un petit rappel sur les différents types de bâtiments tertiaires, enfin des exemples de bâtiments tertiaires qui sont concernés par la RE 2020 et que tu as cité. Et il y a d'ailleurs un participant qui a partagé un lien vers le site du ministère qui donne vraiment la liste complète. Alors déjà pour répondre sur la partie surface utile, justement sur ce même lien ou en tout cas les liens de la RE 2020 du ministère précisent bien les différentes définitions des différentes surfaces du bâtiment. C'est vrai qu'il y a eu
beaucoup de surfaces, de définitions de surfaces différentes. Il y a eu des périodes de simplification en, dans les années 2010, 2014 notamment, où on a simplifié toutes ces surfaces. Donc aujourd'hui, dans la RE 2020, il n'y a que deux surfaces qui sont utilisées. En effet, la surface habitable pour les logements et la surface utile pour le tertiaire. Avant, on avait une surface qui était la SURT, la surface utile réglementaire thermique. Et donc maintenant, on échappe à ce facteur de surface SURT. On n'est que sur la surface utile que les architectes ont l'habitude de calculer. Et c'est sur cette étude thermique se base pour faire leur calcul, hein. Et la définition est clairement affichée sur le site du ministère, sur le site de la RE20. Donc ça, je vous invite à aller directement dessus parce que vous avez des, disons, des schémas explicatifs sur ce qu'il faut prendre en compte ou pas dans les différentes surfaces. Deux questions sur les bâtiments petite enfance. Pourquoi certains établissements comme les crèches et vestiaires bénéficient de traitements différenciés sur ce point? Et pourquoi autorise-t-on les énergies fossiles pour les établissements de petite enfance? Alors, on autorise une émission de CO2 qui est supérieure à d'autres bâtiments. Ça ne veut pas dire qu'on doit le faire, hein. Ça veut dire ça veut dire que les collectivités aujourd'hui font souvent appel encore à des systèmes fossiles ou à énergie carbonée, en tout cas pour chauffer cette typologie de bâtiment. Maintenant, on a quand même beaucoup d'exemples, IMAE par exemple, mais j'ai plein d'autres bureaux d'études et d'architectes, de bâtiments de petite enfance chauffés à base de réseaux de chaleur, de biomasse ou de pompes à chaleur. Donc, il n'y a aucune incompatibilité technique pour faire ça. Maintenant, c'est vrai que ça peut représenter des contraintes peut-être financières à l'investissement. Mais on voit bien qu'à l'usage, c'est hyper pertinent de mettre en place cette typologie d'énergie. Alors là, je parle de la petite enfance. Par contre, pour les vestiaires, pour répondre à cette partie de questions, c'est un petit peu différent parce que le vestiaire, sa consommation première, c'est de l'eau chaude sanitaire. Et l'eau chaude sanitaire, il faut une puissance instantanée qui est élevée. Et c'est vrai que là, si on satisfait les besoins d'eau chaude sanitaire avec une pompe à chaleur ou de la biomasse, on se retrouve avec disons, du génie civil supplémentaire et des coûts supplémentaires aussi par rapport à une chaudière gaz qui permet de satisfaire les besoins en instantané très rapidement. Et même quand on fait un bilan carbone sur l'investissement carbone global du bâtiment, on voit qu'avec le génie civil qu'on rajoute, par exemple, le stockage lié à une pâche à chaleur pour le terre, on se retrouve avec beaucoup de masse de matériaux qui ont un impact carbone non négligeable sur l'indicateur carbone construction. Donc, il faut toujours essayer de rechercher à la fois l'indicateur carbone énergie et l'indicateur carbone construction. C'est le mariage entre les deux qui permet d'abaisser au mieux l'impact carbone. Ton micro est éteint. Encore une petite précision par rapport à ces typologies. Est-ce que tu peux préciser les contraintes applicables pour les résidences étudiantes à part le bonus de 50 kilos? Alors, les résidences étudiantes, et pour les étudiants, la contrainte est qu'on utilise beaucoup de matériel, enfin, on utilise beaucoup d'eau chaude, finalement, donc d'équipements sanitaires rapportés au mètre carré du bâtiment. La conséquence de ça, c'est ça augmente à la fois l'indicateur carbone construction, puisqu'on a un lot sanitaire qui est plus fort au mètre carré par rapport à du résidentiel traditionnel.
Et la consommation énergétique est aussi plus élevée au mètre carré puisque vous avez une consommation d'eau chaude, hein. On a fortement réduit les consommations liées au chauffage et l'eau chaude, elle, est toujours bien présente. Donc, on a une consommation qui est forte et qui se traduit à travers l'indicateur carbone énergie et l'indicateur carbone construction. Donc, on avait des soucis pour passer ces seuils, ces indicateurs jusqu'à ce bonus qui a été apporté jusqu'à 50 kg. Les 50 kg permettent de satisfaire cette contrainte. Voilà, c'est vraiment pour les bâtiments à la fois les bâtiments avec des petits logements et il y a aussi une souplesse qui a été accordée pour les bâtiments de petite taille qui font appel, par exemple, à un ascenseur. Si vous avez un bâtiment qui fait 7 logements ou dans lequel il y a un ascenseur, vous avez le poids carbone de l'ascenseur rapporté au mètre carré du bâtiment qui est très lourd. Donc à ce moment-là, vous avez le droit à un bonus qu'on peut avoir jusque 20, voire 30 kg de CO2 pour cette typologie de bâtiment. Donc ça a été une adaptation qui a été apportée au 1er janvier 2025. Et justement, pour les petits logements individuels ou petites extensions de maisons individuelles de moins de 50 mètres carrés, comment faire? Question Alors posée. là, ouais, là-dessus, la RE 2020 n'est pas applicable en l'état, c'est-à-dire que vous avez des exigences de moyens qui vous sont demandées. Donc, vous devez respecter en gros l'ART élément par élément. Donc, l'ART X qui existe depuis 2007 et qui a été mise en 2023. Et cette RT impose un niveau d'isolation minimum sur les parois, un système de ventilation à minima si vous en remettez un nouveau. Mais souvent, quand vous faites une extension d'une maison individuelle, par exemple, inférieure à 50 mètres carrés, vous allez vous raccorder sur le système de chauffage existant, sur le système de ventilation existant. Et dans ce cas-là, vous voyez qu'il est très compliqué d'atteindre des niveaux de performance niveau RE20, puisque c'est une chaudière existante, par exemple, et donc vous n'atteindrez pas la valeur du seuil demandé par les indicateurs. Donc c'est pour ça qu'on ne vous demande pas de respecter les seuils de la RE 2020. Par contre, on vous demande de respecter des moyens techniques à mettre en œuvre sur cette extension. Donc, que ce soit pour la régulation de chauffage ou pour l'éclairage ou pour les fenêtres également, vous avez un minimum d'éclairage naturel à mettre en œuvre. Et pour clore un peu ce chapitre sur la typologie des bâtiments, une question qui nous est un peu chère aussi, c'est la question de la mutabilité, la réversibilité des bâtiments. Compte tenu des différences d'exigences, comment les bâtiments vont-ils pouvoir changer d'usage dans le futur? Les conversions s'annoncent complexes. Partage un des participants. Euh, alors, c'est vrai que la RE 2020 est applicable directement sur l'usage prévu dans le cadre du permis de construire. Donc, si le bâtiment est voué à être transformé, on ne sait pas si c'est dans 10 ans, 20 ans ou 50 ans. Donc, les réglementations seront celles qu'elles seront à ce moment-là. On aura la possibilité, si le concepteur, l'équipe de conception a bien réfléchi à l'évolution possible du bâtiment, puisque ça peut être la demande initiale d'un maître d'ouvrage, de pouvoir transformer une école en maison de retraite ou voilà, bon, c'est l'évolution de notre société aussi qui fait qu'on aura tendance à transformer certains bâtiments, certaines typologies et à ce moment-là, oui, on aura la possibilité de le faire, même si on respectera peut-être pas la réglementation RE 2020 telle qu'elle avait été définie au départ pour le nouvel usage. Mais il y aura forcément des adaptations techniques à faire et de la rénovation. Donc là, on rentrera dans un schéma complètement nouveau et avec une réglementation applicable le moment venu. Donc là, on peut pas dessiner le futur par rapport à ça. Mais en tout cas, oui, la mutualisation
Et l'évolution des bâtiments doit être prise en compte dès la conception. Ça, il faut absolument que ça soit dans le résidentiel ou le tertiaire ou le mix des deux, on doit pouvoir faire évoluer les bâtiments parce qu'on voit bien que notre société change rapidement et vieillit. Donc, en ce moment, il va falloir trouver des solutions pour faire évoluer certains anciens bâtiments ou les nouveaux bâtiments qu'on construit aujourd'hui, trouver des solutions de faire évoluer ces bâtiments et je dirais même beaucoup plus loin, de faire des rénovations très lourdes et même des déconstructions. C'est-à-dire que quand on construit aujourd'hui, il faut déjà réfléchir à la déconstruction de ce qu'on va construire et pas imaginer que le bâtiment aura une vie infinie et donc avec une impossibilité de faire des maintenances lourdes sur notre bâtiment. Donc il faut absolument pouvoir par exemple, si on met en œuvre différents matériaux, pouvoir les séparer le jour où on décloisonne ou qu'on enlève des murs extérieurs, des parois, qu'on puisse vraiment séparer les matériaux pour pouvoir les recycler au mieux, les réemployer ou les réutiliser. Dans la bonne suite, du coup, une question sur la rénovation. Quelles évolutions liées à la RE 2020 sont envisagées pour les projets de rénovation? Tu faisais mention dans une slide des indicateurs IC énergie, IC carbone dans la réno globale. Oui, alors, la réno globale aujourd'hui qui concerne les bâtiments de plus de 1000 mètres carrés postérieurs à 1948 est valable jusqu'en 2027, jusque fin 2027. Donc en 2028, on aura une évolution de cette réglementation, enfin une suite à la réglementation globale dans l'existant. Cette suite va être fortement inspirée donc à la fois la réglementation qui existe déjà aujourd'hui parce elle fonctionne plutôt bien. Elle est basée sur un moteur de calcul qui s'appelle la RT 2005. Donc vous voyez qu'aujourd'hui les bureaux d'études travaillent à la fois sur la RT 2005, RT 2012 et RE 2020. Donc c'est la chose un peu complexe des éditeurs de logiciels aussi qui doivent maintenir à jour leur outil. Et derrière, eh bien, on se doute que dans la la RTX 2028 va évoluer avec des notions carbone qui seront de plus en plus intégrées, en tout cas dans notre quotidien déjà en 2028. Et donc, on pourra appliquer dans la partie rénovation. Et donc, la rénovation lourde sera concernée, et on va le voir dans le temps numéro 2, que de plus en plus de rénovations lourdes vont intégrer des matériaux biosourcés pour justement réduire cet impact carbone. Et on aura déjà plus de 6 ans de pratique avec la RE 2020. Donc, on n'aura pas, on va dire, d'excuses pour pas trouver de solutions de rénovation bas carbone, puisqu'on aura déjà les outils. Tous les outils sont prêts, hein, tous les éditeurs de logiciels aujourd'hui de la RE 2020 mettent à disposition des outils qui sont complètement duplicable sur la partie rénovation. Donc, ça nous pose aucun problème de quantifier le carbone dans les rénovations lourdes et donc de faire des choix stratégiques pour rénover ces bâtiments et d'avoir l'impact minimal. Et peut-être un dernier point d'éclaircissement par rapport aux échéanciers et la parution et la date effective d'application du décret. Et par rapport au 1er mai que tu partageais tout à l'heure, voilà, c'est pas encore une date Alors, officielle. oui, Ouais. c'est une date prévisionnelle du ministère, sachant que l'Europe derrière impose à tous les États membres une échéance à mi-2026 pour tous les États membres de mettre une règle applicable à la France. En tout cas, c'est la RE 2020 qui serait applicable pour toutes les typologies de bâtiments tertiaires à partir de mi-2026. Donc, s'il y a un décalage du mois de mai vers le mois de juin ou le mois de juillet, on peut encore imaginer ce décalage lié à notamment aux prochaines élections, s'il y a des élections qui
qui freinent les prises de décision sur la parution de décrets. Bon, bah voilà, on aura encore un décalage, mais c'est sûr, c'est en 2026 que les textes vont être publiés. Et donc, il faut aujourd'hui s'y préparer, puisque une fois que les textes ils sont déjà logiciels ont déjà intégré toutes ces modifications, en tout cas, ont déjà bien préparé pour les futurs bâtiments tertiaires. Donc, je veux dire, le jour où le décret apparaît, l'application peut être très rapide. Donc, ça veut dire que si vous déposez un permis de construire prévu pour un projet qui est initié aujourd'hui, et le permis de construire prévu pour juillet 2026, vous avez de très grandes chances que votre bâtiment soit soumis à cette RE 2020. Donc, il faut y réfléchir dès aujourd'hui, c'est-à-dire que toutes les valeurs que je vous ai montrées, ben, il faut tout de suite faire les calculs en conséquence pour être sûr que votre bâtiment ne sera pas refusé au mois de juillet 2026, par exemple. Voilà, j'espère avoir répondu à différentes questions sur cette partie. Effectivement, alors on n'a pas pu traiter toutes les questions qui ont été posées, notamment une sur des demandes de précision sur les obligations de réemploi, mais on va en parler dans la partie 2. Donc Oui, on te, oui. tu gardes la parole donc pour le temps 2, garder le cap environnemental face au tout électricité et au retour en force des lobbies. Oui, merci. Donc, je reprends sur le temps 2 des sujets qui nous tient à cœur au niveau de la scope des deux rives, notamment sur les matériaux biosourcés, le réemploi. Tout ça, c'est totalement imbriqué avec la RE 2020. Donc, c'est pour ça, ce sont des textes qui sont publiés en parallèle, mais qu'il faut forcément prendre en compte dans le cadre de la RE 2020. Alors, pour les matériaux biosourcés, on a un texte qui est paru pour qu'à partir du 1er janvier 2030, l'usage des matériaux biosourcés ou bas carbone intervient dans au moins 25% des rénovations lourdes. Donc voilà, vous voyez que j'ai insisté bien tout à l'heure sur les rénovations importantes et les constructions neuves de la commande publique. Donc, 25%, c'est non négligeable, puisque aujourd'hui, dans la masse du marché des matériaux, on utilise 11% de biosourcés dans l'ensemble des matériaux consommés en France pour le secteur du bâtiment. Donc, vous voyez que ce serait un doublement par rapport à une moyenne qu'on a aujourd'hui au niveau national. Alors, il y a des bâtiments qui vont bien au-delà de 25% parce qu'il y a une volonté et puis de l'équipe de conception d'aller au-delà des 25%. Mais voilà, comme aujourd'hui c'est 11%, c'est une moyenne, ça veut dire qu'il va falloir aller bien au-delà de cette moyenne-là. Et pour certains bâtiments, donc ça sera un changement très fort. Alors pourquoi anticiper? Les règles de la commande publique permettent d'exiger l'emploi de matériaux biosourcés d'ores et déjà, hein. Ça se fait déjà depuis plusieurs années. Certaines collectivités ont pris la main totalement sur le sujet pour justement imposer un X%. Alors ça peut être 10, 15, 25%, par exemple. N'attendons pas 2030 pour demander 25% de biosourcés. Après, vous pouvez très bien faire un arbitrage derrière si je veux dire, si c'est un problème de coût sur certains biosourcés, mais n'hésitez pas à faire une consultation en base en biosourcés parce que quelquefois on est surpris. Ça fait déjà plus de 10 ans qu'on fait des consultations en biosourcés en base et on voit que on est des fois moins cher avec le biosourcé qu'avec des matériaux beaucoup plus carbonés. Structurer et consolider les filières locales avant de la généralisation de la règle en 2030. Et oui, c'est le fait de créer une demande, même si elle est faible aujourd'hui, ça permettra de créer une offre structurée autour de vous. Parce que tout ce qui concerne le biosourcé et le bas carbone, il faut privilégier les matériaux locaux, régionaux. Alors,
quand je dis privilégié, le marché public ne le fait pas forcément, mais de toute façon, et notamment dans l'isolation, ce sont surtout les matériaux locaux qui permettent de répondre à la fois au niveau carbone et au niveau coût aux appels d'offres. Donc, le fait de faire une demande à travers un marché public ou un marché privé de matériaux biosourcés va générer derrière une structuration des filières locales. Donc, il faut absolument initier les choses le plus vite, euh, dès demain, si vous pouvez, ou voire dès aujourd'hui. Voilà, rédigez vos pièces écrites en intégrant du biosourcé. Et ça permet aussi de soutenir le mieux vivre dans les bâtiments publics. Donc, on améliore assez souvent euh, en visuel, en confort thermique et en confort d'air intérieur, la qualité d'air intérieur grâce aux matériaux biosourcés. Donc, n'hésitez pas à faire appel à ce type de matériaux, puisque de toute façon, on n'aura pas le choix, en tout cas dans les marchés publics futurs. Euh, et alors, le fait, je parlais juste avant de la demande et de l'offre, hein. La demande est déjà forte, même si il n'y a que 11% du marché des matériaux de construction, hein. Elle est forte parce qu'on le voit bien, parce que vous voyez ici à droite le taux d'importation des produits de différents matériaux qui consomment du biosourcé. Là, en l'occurrence, c'est beaucoup de bois. Vous voyez que on importe pas loin sur certains éléments, 50%, la moitié des produits qu'on consomme en biosourcé sont importés. Donc on voit qu'on a un gisement de création d'offres en France qui est très important. Entre le marché aujourd'hui qui est déséquilibré parce qu'on importe beaucoup et la tendance du 11% aujourd'hui qui va grimper à 15% prévu pour 2028 et on espère 25% après 2030, ça veut dire qu'on va plus que doubler le marché du biosourcé en 5 ans. Donc il faut absolument qu'il y ait une offre qui soit compatible avec cette demande, d'où des industriels qui se mettent vraiment en ordre de marche pour répondre à ça, mais également des artisans ou des groupements d'artisans qui peuvent regrouper également des agriculteurs qui peuvent fournir en fibres végétales certaines filières de structure. On a un label aussi qui demande un label BBCA qui donc, invite à stocker du carbone dans les bâtiments, juste pour caler les émissions de CO2 pour le futur. Alors, il y a également, au-delà du biosourcé, il y a le réemploi. Le réemploi euh, qui est assez faiblement, qui était nul, on va dire, avant 2020, qui était vraiment très, très marginal en tout cas. Aujourd'hui, le réemploi représente plus de 2% du marché, ce qui est relativement faible, hein, mais dans le domaine du bâtiment neuf, là, on a plutôt des croissances à 2 chiffres depuis 3 ans, parce qu'on a énormément d'acteurs qui sont impliqués à différents niveaux dans le réemploi, que ce soit dans la détection de matériaux sur les déconstructions, en amont des déconstructions, que ça soit sur les filières les artisans qui viennent déconstruire les bâtiments. Il y a des filières spécialisées, des filières généralistes. Donc on a tout un écosystème qui se met en place et qui consolide disons, nos plateformes avec des matériaux disponibles. Et donc là, c'est pour ça que je présentais un petit peu ce schéma pour bien indiquer que le réemploi, ce ne sont pas des déchets, hein, c'est bien en amont du déchet. Une fois qu'on parle de recycler, recyclage, là, OK, on peut parler de déchets. On n'est plus sur les mêmes filières et on attaque une autre filière qui est plus la partie industrielle. Le réemploi, c'est vraiment la partie amont sur laquelle on peut économiser énormément de CO2
Et là, je le présente avec ce type enfin, des matériaux qu'on a l'habitude de voir dans les déconstructions et de pouvoir réemployer facilement sans coût supplémentaire dans le bâtiment rénové ou reconstruit. Euh, et dans ce domaine de réemploi, on voit quand même encore des freins importants qui sont en train de s'assouplir, puisque la filière se structure vraiment à partir de zéro. Et donc, on a des groupes de travail qui sont très actifs. Et le frein numéro un, c'est l'assurabilité des produits. Ça, c'est le critère numéro un du réemploi. C'est que vous ne pouvez pas mettre n'importe quel matériau, n'importe où sur vos bâtiments, puisque vous avez des contrôles, bureaux de contrôle et autres contrôles internes sur les différents matériaux, notamment la partie structurelle. On ne peut pas aller chercher n'importe quel type de matériau. Donc là-dessus, les assureurs sont en train de travailler, notamment avec différents laboratoires qui s'impliquent fortement dans le domaine du réemploi, voir comment on peut réinjecter des matériaux anciens dans les bâtiments neufs d'un point de vue structurel. Et il y a des solutions qui, pour l'instant, commencent à émerger et qui vont continuer à se développer dans les prochaines années. Il faut être prêt pour 2028, parce que ça c'est un point qui est important, c'est que le réemploi est comptabilisé comme zéro dans l'indicateur carbone matériaux. Donc, il y a un gros intérêt pour les bâtiments qui doivent respecter la RE 2020 pour passer le seuil 2028 et encore plus le seuil 2031. La part de matériaux réemployés va forcément augmenter pour abaisser le poids carbone du bâtiment et pouvoir réussir à passer les fameux seuils 2028-2031. Donc, on est vraiment sur une synergie qui est très forte dans le domaine. Donc, la croissance à deux chiffres qu'on connaît depuis 3 ans va continuer sur au moins les 5 prochaines années dans le domaine du réemploi et voire, je pense, encore au-delà. C'est-à-dire que j'indiquais avant, on vise 5% en 2028 et plus de 7%, je crois, en 2030. Donc, il y a quand même une croissance très forte sur la partie réemploi, avec des créations de filières. Donc, il y a beaucoup de créations d'entreprises, que ce soit encore une fois sur les parties amont études et sur les parties actives dans les constructions, sur les plateformes, création de plateformes spécialisées ou généralistes, que ce soit pour les pros ou les particuliers, hein. Et donc après, on attaque la partie en dessous de réemploi, on a le recyclage. Après le réemploi, on a le recyclage. Et donc le recyclage, ça veut dire qu'il va falloir identifier les déchets du BTP qui sont valorisables. Donc valorisables sous forme matière ou sous forme d'énergie qui est une valeur beaucoup moins noble en tout cas que la matière. Donc, à défaut de pouvoir valoriser la matière, ça serait bien de pouvoir la valoriser énergétiquement. Et si on ne peut pas, ben, on éliminera le déchet. Ça veut dire que souvent, on va l'enfuir quelque part. Donc, c'est pour ça qu'il faut maximiser le taux de valorisation des déchets du BTP. Pour ça, il y a eu des différents textes également sur des diagnostics déchets qui sont imposés. On voit en bas à droite l'origine des déchets du secteur du bâtiment. On a évidemment toute la déconstruction, démolition des bâtiments. La réhabilitation est quand même un point important, mais vous voyez quand même que pour la construction neuve, on a 13% de déchets dans le bâtiment neuf, alors que on pourrait, dans le bâtiment neuf, réduire fortement cette partie-là, comme dans les deux autres secteurs. Donc, si ces déchets-là, on arrive à les valoriser au maximum en valorisation matière, on aura gagné un pari qui est très fort. Et là, je vous indique à gauche qu'il y a plusieurs circuits qui ont été mis en œuvre depuis plusieurs années.
Vous le voyez dans le secteur du bâtiment, maintenant c'est très courant d'avoir des conteneurs qui permettent de récupérer les déchets de plâtre ou des déchets bois, etc., qui peuvent être valorisés derrière en différentes solutions qui utilisent du bois notamment. Il y a tellement d'activités dans le domaine du bois pour le recyclage que de toute façon, on a toujours une solution pour l'usage a posteriori. Et enfin, j'ai l'application de la loi ZAN. Alors celle-là, elle nous tient à cœur au niveau de la SCOP de Rive, au niveau d'IMAE. C'est éviter l'artificialisation de nos sols. On préfère laisser à nos enfants des sols nobles plutôt que des sols complètement artificialisés. Et ben là, ça vient en partie en contradiction avec les bâtiments neufs. Alors, si c'est de la déconstruction pour construire du neuf, oui, mais si c'est pour construire que du neuf, eh bien là, la loi ZAN vient en conflit avec cette idée de construire du neuf à outrance. Et donc, c'est pour ça que la majorité, enfin une grosse partie des acteurs du bâtiment en France s'est tournée sur ces 10 dernières années. On le voit bien à chaque fois dans nos différentes enquêtes. On voit que les acteurs du bâtiment, les architectes, les maîtres d'ouvrage, travaillent beaucoup plus aujourd'hui sur la rénovation que c'était le cas il y a une dizaine d'années où on était plus encore sur du bâtiment neuf. Donc là, on a vraiment une diminution forte du bâtiment neuf au profit du bâtiment existant et à rénover. Donc il faut, si on veut faire du neuf, il y a encore possibilité de faire de la surélévation. Donc ça, c'est aussi aux collectivités d'identifier les bâtiments potentiellement où on pourrait donc surélever, que ce soit du résidentiel ou du tertiaire, hein. Et donc ces surélévations peuvent être soutenues financièrement ou en tout cas en termes de règles d'urbanisme pour que rajoute un ou deux ou trois étages sur leur bâtiment et permettent la densification. Généraliser la pratique du recyclage et du renouvellement urbain. Donc ça, c'est pareil, ça appartient aux collectivités. Ensuite, mieux appréhender les besoins de développement et d'extension grâce à une gouvernance foncière élargie. Ça, c'est plutôt les aménageurs et opérateurs publics. Et enfin, pour les professionnels, on a travaillé sur des solutions immobilières verticales voire hybride, donc avec un mélange d'activités dans le bâtiment. C'est très en vogue pour faire des bâtiments passifs, notamment. On va essayer de maximiser la mixité dans le bâtiment avec du tertiaire sur les deux, trois premiers niveaux et du logement sur les 10 niveaux suivants. Ça permet d'avoir un- une synergie énergétique dans le bâtiment qui fait que les apports sont continus et donc la nécessité de chauffage devient ridicule, voire négligeable. Et évaluer les conditions de mutualisation de certains espaces. Donc ça appartient aussi aux professionnels. On l'a évoqué juste avant avec les architectes et les équipes de conception qui arrivent à faire des bâtiments qui sont évolutifs dans le temps et qui permettent aussi de... Donc l'idée, c'est de mutualiser les espaces internes et externes du bâtiment pour limiter les extensions urbaines. Alors pour finir sur la Loisanne, j'ai extrait un petit synoptique sur la quantité de logements. Alors je ne vais pas dire de logements disponibles parce qu'on ne va pas dire que les 3,5 millions de résidences secondaires sont disponibles pour loger les mal logés, mais on a en tout cas une grosse partie de logements vacants non utilisés, vous voyez, depuis plus d'un an. 1,2 million de logements vacants, c'est quand même non négligeable. Ça, vous imaginez la quantité de travail que ça pourrait reproduire pour les acteurs du bâtiment, pour les artisans, de rénover ces logements pour les mettre à disposition des étudiants, des personnes âgées, etc. En tout cas, de faire des logements adaptés aux nouveaux besoins d'aujourd'hui.
parce qu'on a un besoin non négligeable de logements rénovés, ou en tout cas des logements accessibles pour une partie de notre population. Voilà pour... et puis oui, le point que j'indique en haut de ma diapo, c'est que le contenu carbone au mètre carré est 3 à 4 fois inférieur dans une rénovation globale par rapport au neuf. Donc, ce que je vous ai montré dans le premier temps avec tous les indicateurs carbone construction, où on voit quand même sur certaines typologies, on a un contenu carbone qui est assez élevé. Vous voyez qu'à chaque fois qu'on a la possibilité de rénover un bâtiment ou le transformer, quand je dis transformer, changer la destination du bâtiment, il faut étudier cette solution-là au profit plutôt que d'étudier un bâtiment neuf, puisque vous aurez un impact carbone bien, bien inférieur dans ces cas-là, même si le coût est identique, puisque c'est vrai que sur des rénovations lourdes, on peut quelquefois avoir des coûts identiques entre le neuf et l'ancien, mais l'intégration urbaine est d'autant plus forte si on utilise le bâtiment ancien sur cette rénovation, sur ce type de rénovation. Voilà, je vais m'arrêter là, parce que sinon, on n'aura plus le temps pour notre échange de second temps. Merci beaucoup Cédric. Gardons le cap. Effectivement, biosourcé, réemploi encore plus au menu pour 2028-2030. Et comme tu l'as bien précisé, n'attendons pas ces échéances pour les intégrer fortement dans les projets et pour appliquer la sobriété, notamment dans l'usage des sols et se poser la vraie question des besoins et de la mutabilité de nos espaces aussi. On a plusieurs questions qui nous sont arrivées sur le chat. Une première grappe sur le réemploi. Trois questions slash remarques. Il me semblait que la REP ne définit plus de seuil en réemploi. Point d'interrogation. Deuxième question sur le même sujet, moratoire et refondation de la REP sur la part réemploi. Et une deuxième partie côté réemploi sur la question du coût. Comment faire du réemploi ou peut-on ou doit-on faire du réemploi sans coût supplémentaire? Ouais, il y a plusieurs questions. Alors, est-ce que La le première REP, sur la REP. ouais, est-ce que le REP ne mentionne plus de seuil de réemploi? Alors, oui, il y a une évolution sur le REP. Je sais qu'on retrouve plus de valeurs, mais il y a d'autres textes en parallèle qui mentionnent par contre des valeurs sur le taux de réemploi. Donc, après, c'est vrai que dans l'ARE 2020 n'impose pas de réemploi, hein. De toute façon, si je me concentre là sur le sujet de l'ARE 2020, il n'y a pas de réemploi imposé. Par contre, il y a un seuil carbone imposé. Et l'avantage, comme on l'évoquait avant, du réemploi, c'est que ça compte pour zéro en termes de contenu carbone. Donc, si tout matériau réemployé aura un bénéfice direct sur le carbone du projet. Maintenant, on peut très bien réussir à passer des seuils niveau 2031 sans faire de réemploi. C'est possible. Vous faites appel à des matériaux biosourcés, et puis vous avez une construction qui est très compacte et qui est très sobre en matériaux. Vous pourriez tout à fait atteindre le seuil, franchir le seuil 2031 sans mettre de réemploi sur le bâtiment. Le réemploi est un outil proposé supplémentaire à d'autres outils qui permet de réduire le contenu carbone. Donc, même s'il n'y a pas de seuil fixé de réemploi de manière générique, en tout cas dans la R 2020, voilà. C'est un outil qui est à notre disposition et il ne faut pas hésiter à en abuser puisque les filières aujourd'hui se consolident. Et pour répondre à la dernière question sur le coût, justement, au fur et à mesure que ces filières se consolident, on se retrouve face à des sources de matériaux qui se multiplient en quantité, en qualité aussi, hein. En qualité, ça veut dire, quand je dis qualité, c'est pas la qualité même du matériau, mais c'est la qualité de la donnée, de l'information sur le matériau lui-même. C'est-à-dire que les diagnostics ressources qui sont faits en amont
avant les déconstructions permettent de temporaliser la disponibilité du matériau et la quantité. Donc et le typologie du matériau. On a quelquefois maintenant des fiches techniques qui sont retrouvées sur le matériau lui-même. Donc ça permet à distance d'identifier, sans devoir aller sur place, d'identifier le potentiel de matériaux réemployables. Donc tout ça, ça s'affine et ça permet aussi d'avoir un coût plus faible puisque la prospection est facilitée pour trouver les différents matériaux potentiels sur un chantier. Et on trouve vraiment tout type, enfin tous les lots du bâtiment sont concernés, hein. Les 13 lots, les 14, ouais, 13 lots de l'ARE 2020 sont concernés par du réemploi, peuvent être concernés par du réemploi. Que ce soit du lot 1 jusqu'au lot 13, hein. Le lot 13, c'est le photovoltaïque. Aujourd'hui, il y a toute une filière de réemploi en photovoltaïque. Vous pouvez tout à fait imaginer de réemployer des anciens capteurs qui sont aujourd'hui réutilisables, réemployables directement. Voilà, donc les coûts, les coûts sont pas toujours inférieur au coût du neuf. C'est vrai que le matériau réemployable coûte assez peu cher, mais c'est la mise en œuvre qui va coûter plus cher que le neuf. Donc ça peut quelquefois en termes de bilan financier être aussi cher, voire ça peut être plus cher en fonction de l'entreprise qui n'a pas forcément l'habitude de mettre en œuvre des matériaux réemployés. Mais dans la tendance, c'est quand même plutôt à moins cher que le neuf. Et à chaque fois qu'on arrivera à faire des matériaux réemployés moins chers, et ce que j'avais évoqué, par exemple les dalles, les faux plafonds, etc., ça, c'est toujours moins cher que le neuf. Donc, n'hésitez pas déjà à prélever dans cette ressource-là. Elle est assez abondante en offres et la demande est aussi assez forte. Donc, il y a un flux qui existe sur ces matériaux réemployés. N'hésitez pas à les solliciter puisque ça marche plutôt bien. Voilà. Et juste pour conclure, quelques questions un peu d'ouverture. Une première concernant l'avenir de la RE 2025. Quel est l'avenir de la RE 2025 pour les grands projets? Nous engageons les maîtres d'ouvrage à les appliquer. Et une autre question concernant une réflexion, question concernant les FDES. Et par rapport aux conclusions du Hub des prescripteurs bas carbone, qui est une plateforme portée par l'IFPEB, donc l'Institut français pour la performance du bâtiment. Donc les conclusions de ce hub ne vont pas dans le sens du développement du biosourcé et du réemploi, mais plutôt des matériaux conventionnels décarbonés, comme béton bas carbone, qui développent, eux, très vite des FDES individuels. Qu'en penses-tu par rapport aux FDES collectifs que tu mentionnais aussi dans ta présentation, par exemple? Oui. Alors, bon, la première question, j'ai pas bien saisi le fond, l'avenir de la RE 2025. En 2027, la RE 2020-2025 n'existera plus, ça sera la 2028, pardon. Donc, voilà, puisque la RE 2020 est définie jusqu'en 2033, donc on aura des évolutions successives donc des seuils, comme on l'a vu tout à l'heure. Et j'imagine qu'après la RE 2020, on aura une consolidation des impacts environnementaux, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne parle que de carbone dans la construction, enfin dans le cas de la RE 2020, en termes d'impact environnemental, et on en a au moins 10 autres qui sont calculés systématiquement par les bureaux d'études, par les différents logiciels qu'on utilise en bureau d'études. Donc, on aura une panoplie d'indicateurs environnementaux qui pourraient très bien être limités dans la prochaine réglementation. Et donc, on aura un spectre beaucoup plus large que le carbone qui permettra donc d'avoir une sensibilité plus forte sur différents sujets environnementaux. Donc là, ça sera très politique finalement, hein, en fonction des choix qui seront arbitrés par le gouvernement.
par les ministères concernés en tout cas. Maintenant, sur le sujet des FDES, alors en dehors du réemploi et des biosourcés, on a des matériaux traditionnels, enfin, que j'appelle traditionnels, mais des matériaux courants dans le bâtiment, dans le domaine de la maçonnerie notamment, ou du béton qui a été évoqué juste avant, le béton bas carbone. Alors, les spécificités techniques du béton bas carbone fait que on a surtout des FDES qui s'affichent en béton bas carbone prêt à l'usage, hein. C'est-à-dire déjà des éléments constructifs déjà coulés, prêts, des prémures, des éléments qui permettent d'utiliser du béton bas carbone en toute saison. Hein, parce que la difficulté du béton bas carbone, c'est vraiment le séchage en période de température basse qui pénalise les plannings de chantier. Donc là-dessus, c'est vrai que si on arrive à encourager le béton bas carbone au lieu du béton classique, on a un gain non négligeable sur le calcul RE2020, sur l'indicateur carbone. Maintenant, du béton pas carbone, il faut voir comment le ciment est produit. C'est tout, parce il y a un potentiel en béton pas carbone par rapport à du ciment moins, disons, moins impactant que sur une partie du ciment. On n'a qu'une partie du ciment qui est bas carbone. Maintenant, si on souhaite étendre la notion bas carbone sur le reste du béton, il va falloir faire évoluer nos cimenteries de manière assez importante, sachant que les cimenteries, ça fait plus de 20 ans qu'elles travaillent quand je dis 20 ans, c'est plutôt 30 ans, qu'elles travaillent pour diminuer l'impact carbone et l'impact énergie tout court, hein, éviter de consommer de l'énergie fossile dans l'élaboration du ciment. Et donc ça, les industriels, les cimentiers savent, maîtrisent énormément de technologies et on s'appuie beaucoup, quand je dis on, la collectivité globalement s'appuie aussi beaucoup sur les cimentiers pour brûler de la farine animale ou brûler des choses que d'autres filières ne souhaitent pas avoir entre les mains. Donc, l'intérêt est évidemment interactif entre les cimentiers et d'autres acteurs. Donc, ces bétons bas carbone ou béton on consommera toujours du ciment et du béton. Il faut maintenant l'utiliser à bon escient pour que on augmente aussi la quantité de carbone stocké dans nos bâtiments. D'où l'intérêt du biosourcé plus que le béton, qui va au-delà donc au-delà du béton, on peut stocker aussi beaucoup de carbone dans les matériaux biosourcés, dans le bois, ce que le béton ne fait que en partie par rapport au biosourcé. Voilà, donc on a une évolution de beaucoup de FDES à la fois individuelles et collectives sur du béton bas carbone ou des matériaux recyclés. Hein, on a des fabricants de menuiserie, par exemple, ou de profilés aluminium ou profilés acier qui se basent sur du 100% recyclé avec un impact carbone qui peut être de 2 à 5 fois inférieur, voire même 10 fois inférieur sur des profilés alu menuiserie. On a des impacts carbone qui sont divisés par 10 quand on choisit des FDES individuels en alu recyclé. Donc on sait faire. Maintenant, la quantité disponible est peut-être pas énorme aujourd'hui, mais les industriels pourraient augmenter cette quantité. La doubler, je pense que oui. Après, faire x10, c'est pas sûr, mais on a encore un potentiel d'augmentation, en tout cas, sur différents matériaux bas carbone Mhm. voilà, avec des F2S avantageuses. Et on a repartagé dans le chat aussi Ok, le replay de la bulle sur le réemploi qu'on a ouais, animé il y a 1 ou 2 mois, voilà, qui amène aussi
La question de l'impact notamment sur les ressources et sociales du réemploi vs les méthodes traditionnelles. Voilà, qu'on vous invite à visionner. Alors, on a un tout petit peu dépassé, on prend une toute petite dernière question avant de conclure sur donc une demande de précision sur le toute électricité qui se profile et de façon générale l'avenir de la RE 2020, notamment pour les grands projets. Voilà, d'un point de vue du dialogue avec les maîtres d'ouvrage. Si tu peux, voilà, donc donner une précision aussi sur cette alerte toute électricité. Sur le tout électrique, alors oui, c'est vrai que le DPE avec le facteur de conversion en énergie primaire avec un 1,9 au lieu de 2,3 sur la conversion énergie primaire fait que on a, on veut, en fait, on suit vraiment le mouvement national de l'électrification de la France, tous les usages, donc le secteur du bâtiment n'y échappe pas, le secteur du transport, le secteur de l'industrie, voilà, tous les secteurs sont invités à opter pour plus d'électricité parce que voilà, on considère, et c'est factuel, mais c'est factuel en moyenne, pas forcément à chaque minute. Mais bon, après ça, je ne veux pas attaquer dans des polémiques, mais techniquement et scientifiquement, voilà, on sait que l'électricité en moyenne est bien moins carbonée que les énergies fossiles dont on dispose sur nos différents réseaux. Et donc, forcément, on a le gouvernement qui appuie derrière. Et est-ce qu'un jour, on aura ce facteur aussi 1,9 applicable dans la RE 2020? Pour l'instant, il n'y a pas de... En tout cas, dans les futurs décrets qui sont pas prévus pour l'instant. Peut-être que en fonction des différents appuis, c'est pour ça qu'on avait indiqué dans le titre qu'il y a des lobbies. C'est sûr que s'il y a un lobby fort sur la promotion de l'électricité, on aura peut-être en effet le facteur qui va se transformer donc 2,3 vers 1,9 pour également dans la RE 2020 qui ferait qu'on serait plus à même à utiliser des solutions tout électriques, voire des solutions qui orientées vraiment, je veux dire, quand je dis vraiment, c'est un retour en arrière, hein, ça me fait mal de dire ça, mais vers plus de chauffage électrique direct. Alors que l'idée à l'origine de la RE 2020, c'était vraiment de relancer, puisqu'on est les premiers en Europe, mais on souhaite le rester et on a une longueur d'avance et donc on peut consolider toute notre filière de pompe à chaleur. La pompe à chaleur dans le résidentiel, on est le premier marché européen, donc il faut quand même pas l'oublier que c'est quand même un vecteur très fort d'économie, que ce soit pour l'énergie électrique ou pour la performance énergétique, en tout cas sur les systèmes de production de chaleur. Donc, ces solutions-là, à la fois pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire, donc ces solutions-là sont à privilégier dans beaucoup de cas de figure. Maintenant, passer la pompe à chaleur au chauffage électrique direct, vous voyez qu'il y a un retour en arrière qui est très fort et qui est même contradictoire par rapport à d'autres textes européens, par exemple une directive qui date de 2001, une directive européenne qui interdit, enfin qui doit obliger les bâtiments à avoir la possibilité de se convertir en termes de fourniture d'énergie. Et possible pour la meilleure disposition possible, c'est le vecteur eau. Et donc, grâce à l'eau, que ce soit par plancher chauffant, radiateur ou d'autres systèmes, on arrive à mettre tous les systèmes, tout type d'énergie en amont pour la production de chaleur et diffuser cette chaleur. Alors que si vous êtes en radiateur électrique dans une maison, le jour où vous voulez passer sur un chauffage bois ou un chauffage pompe à chaleur, eh bien, vous avez des contraintes fortes et il va falloir réadapter le bâtiment en conséquence. Donc, pour moi, il y a le lobby
bah, on le sent tous, hein, ce fameux lobby électrique, et il y aura forcément un impact je pense, dans les mois et les années à venir, et on arrive à intégrer sur une moitié sud de la France du chauffage électrique plus facilement que dans la RT 2012, en complément, par exemple, d'un chauffage bois, d'un poêle bois dans la pièce principale. Voilà. Donc ça risque d'augmenter encore notre électrosensibilité aux températures extérieures, hein. Donc on le sait, dès que la température extérieure baisse, comme on l'a connu d'ailleurs ces dernières semaines, ces 2 dernières semaines, ben, on a dû importer de l'électricité de nos voisins européens, et l'Allemagne a remis des centrales charbon, et c'est pas pour les Allemands, c'est pour les Français qu'ils ont remis des centrales charbon en service pour les 2 dernières semaines. D'ailleurs, nous aussi, on a remis notre centrale charbon en route. C'était pour satisfaire les besoins électriques de ceux qui se chauffent à l'électricité. Voilà, donc c'est un peu la contradiction française, c'est qu'on veut de l'énergie bas carbone, mais qu'au final, en période de pointe, on se retrouve à surcharger toute l'atmosphère de l'Europe avec nos consommations électriques. Donc ça, point de vigilance sur ça. On verra comment les choses évoluent. Pour l'instant, on reste avec un 3 sur le RE. Et donc sur la partie grosse opération RE 2020 actuellement, eh bien, application de la RE 2020 comme je l'ai indiqué tout à l'heure. C'est vrai que sur les très grosses opérations, vous allez avoir plusieurs zones thermiques différentes qui font que vous allez avoir des seuils, des seuils, comme j'indiquais dans le tableau. Il y a différents seuils carbone à respecter dans la construction. Et forcément, sur des grosses opérations, vous pourriez avoir 3 ou 4 usages différents. Vous pouvez avoir du commerce, des bureaux et du logement dans un même bâtiment. Eh bien, il va falloir, pour chaque zone, respecter le seuil en conséquence pour, par rapport à la RE 2020. Donc, et les parkings associés, pareil, hein, puisque les parkings sous-sol, si vous avez 2 ou 3 niveaux de sous-sol, les parkings qui sont liés aux espaces supérieurs, eh bien le quota CO2 des matériaux va compter pour chaque zone différente. Donc les grosses opérations, les très très grosses opérations sont totalement concernées par la RE 2020. Je ne sais pas si j'ai bien compris Ouais, la dernière question sur les grosses opérations et la RE 20. ouais. Merci beaucoup. C'est vrai que c'était très clair. Donc, en conclusion, on voit que cette fameuse RE 2020, c'est généralement, on dit que la réglementation, les RE, RT sont un peu les voitures balais, mais ça peut être une bonne voiture balai, voire une locomotive en ce qui concerne l'usage des biosourcés et du réemploi. Et aussi si elle permet de flécher vers la rénovation et donc la sobriété foncière. Cette bulle reste néanmoins une alerte à rester vigilant, à ce que ces ambitions ne soient pas dévoyées ou détricotées, comme tu nous le rappelais en fin de présentation, avec notre électrosensibilité accrue en France. Et cette bulle nous rappelle aussi l'importance de ne pas adopter de posture type tunnel carbone et à défocaliser et élargir le spectre en gardant notre vision systémique Complètement. des enjeux Mm. et des leviers d'action. Merci encore pour ta clarté dans les propos et malgré ce contexte baigné d'incertitudes. Voilà, on a eu pas mal de retours aussi en direct dans le chat dans ce sens. Voilà, merci beaucoup. Toujours aussi une fierté pour nous et toute la communauté de la SCOP Les Deux Rives d'arriver à mobiliser autour de ces bulles. Merci à vous toutes et vous tous pour votre participation active à ce webinaire. Et nous avons essayé de transmettre au maximum vos réactions et vos questions. Et on produira, comme d'habitude, à l'issue de ce webinaire, un petit fil de la bulle qui sera disponible et partageable sous peu. Et on vous retrouve bientôt pour notre nouvelle série de bulles 2026, les bulles en goguette, s'engager ensemble autrement, pour conjuguer écologie et démocratie à l'heure où partout dans le monde et en France,
L'importance et l'urgence de faire société résonnent très fortement. Donc, on vous proposera de voyager à travers des territoires où contrat social et écologique ne font qu'un, avec des élus, des professionnels qui œuvrent de façon concrète et impactante dans ces communes en France et ailleurs, dans la bonne suite de nos voyages d'études des DQE. Et on se retrouve aussi en formation. Donc à distance et en présence avec Cédric et sur les sujets réemploi, réhabilitation. Vous avez toutes les infos sur notre site internet et puis qui vous seront transmises à l'issue de ce webinaire. Et merci pour tous vos mots que nous lisons avec attention et que nous transmettons aussi à Cédric. C'était un grand plaisir de vous retrouver aussi nombreux et nombreuses pour ce premier webinaire Bulle des deux rives 2026, avec tous ces échanges passionnants que nous avons eus. Et Merci à tous. Et puis, bah, bon bonne appétit. app, c'est l'heure. Euh, On vous a noté quelques dates de rendez-vous là aussi pour ceux qui sont encore connectés là sur le partage d'écran. On a un webinaire de présentation de notre actu 2026 le 30 janvier à 11h30. La présentation des DQE début février. On part 2 fois cette année dans le Vorarlberg, en septembre et en mai et en septembre. Et des événements à Lyon et à priori Muttersols qui sont prévus aussi au premier semestre. Donc, au plaisir de se rencontrer aussi dans la vraie vie. voilà. Pour les Lyonnais, c'est le 9 mars au point nommé pour notre atelier annuel Pitch Me If You Can, des retours d'expérience de la communauté des DQE sur le sujet 2050-50 degrés. À bientôt. À bientôt!